Les proportions. Une situation de proportionnalité, c'est lorsqu'on peut dire que ce sera 2 fois plus grand, 3 fois plus grand, 5 fois plus petit. Un rapport est une comparaison entre deux grandeurs ou deux quantités de même nature. De même nature, ça veut dire une distance par rapport à une autre distance, un temps par rapport à un autre temps, une quantité par rapport par une même quantité, un nombre de personnes par rapport à un nombre de personnes. Dans l'exemple, on vous dit dans la classe, il y a 16 filles et 12 garçons. Donc, le rapport entre le nombre de filles et le nombre de garçons est de 16 pour 12. Il est possible de l'écrire 16 sur 12 comme une fraction ou 16 2.12. Les deux façons sont des bonnes façons d'écrire le rapport. Remarquez ici qu'il n'y a pas d'unité. Donc, on écrit vraiment juste le 16 sur 12 ou le 16 2.12. Il n'y a pas d'unité de mesure étant donné que les grandeurs ou les quantités sont de même nature. On n'écrira pas les unités. Dans l'exemple, on nous dit qu'il y a 16 filles pour 12 garçons, mais on ne nous parle pas du total d'élèves dans la classe. Pour le faire, je devrais additionner le 16 plus 12. Le rapport ne me parle pas du total d'élèves dans la classe. Un taux est une comparaison entre deux grandeurs ou deux quantités de nature différente. De nature différente, ça veut dire, par exemple, des kilomètres à l'heure, des dollars par mètre carré, des millilitres par seconde, un nombre de bonbons par personne. Un taux se note sous la forme A sur B, donc comme une fraction, où chaque terme est exprimé dans une unité différente. Donc, nous allons garder les unités. Dans le premier exemple, un automobiliste a payé 60 et 45 pour remplir le réservoir d'essence de sa voiture, d'une capacité de 39 litres. Donc, je vais l'écrire en fraction, 60,45 sur 39 litres. Et oui, dans un taux, j'ai le droit de laisser un nombre décimal. Même si j'ai utilisé la forme de fraction pour l'écrire, le nombre décimal est possible dans un taux. Dans le deuxième exemple, un train parcourt une distance de 350 km en 2,5 heures. Donc, je l'écris en forme de fraction encore une fois, 350 km sur 2,5 heures. Un taux unitaire est un taux dont le dénominateur a une valeur égale à 1. Des dollars par heure, des millilitres par heure, des dollars par morceau, des pièces par personne, des kilomètres à l'heure, des dollars par millilitre, des dollars par personne. Pour transformer un taux en taux unitaire, on divise le numérateur par le dénominateur. Exemple, j'ai payé 30 pour 6 foulards, ce qui me fait un taux de 30 sur 6 foulards. Pour obtenir mon taux unitaire, je vais diviser 30 par 6, ce qui va me faire un taux unitaire de 5 par foulard. Je pourrais aussi dire que j'ai eu 6 foulards pour 30 Je divise 6 par 30, ce qui me donnera un taux unitaire de 0,2 foulards par dollar, 2 dixièmes de foulard par dollar. Les deux taux sont bons, mais on se rend compte rapidement qu'il y en a un des deux qui est pas mal moins pertinent. Tu lis attentivement l'énoncé de la situation. Tu repères les grandeurs ou les quantités à comparer et tu détermines s'il s'agit d'un rapport ou d'un taux. Tu compares ensuite les unités des termes et s'il y a lieu, tu fais une conversion. Tu notes le rapport ou le taux sous la forme appropriée. Au besoin, tu réduis le rapport ou le taux. S'il y a lieu, tu calcules le taux unitaire. Arrête maintenant la vidéo, prends le temps de faire le premier exemple avant de repartir. Le premier exemple, cette voiture a consommé 30 litres d'essence pour 1500 km. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un rapport ou d'un taux? Les unités ici, c'est des litres et des kilomètres. Donc, ce ne sont pas des unités de même nature. Donc, les litres, c'est une quantité, les kilomètres, c'est une unité de longueur. Donc, ce n'est pas des unités de même nature. Donc, on va parler d'un taux. On pourra dire 30 litres pour 1500 km ou encore 1500 km pour 30 litres. Et ensuite, on pourra les réduire pour avoir un taux unitaire. Donc, 30 litres pour 1500 km, ça nous fait un taux unitaire de 2 dixièmes de litre pour 1 km. Et si on parle du 1500 km par 30 litres,
on dira 50 km par litre. À noter que si vous magasinez une voiture, on compare toujours aux 100 km. Donc, dans ce cas-ci, ce serait 2 litres aux 100 km. Deuxième exemple, il y a 4 pommes pour chaque 3 oranges dans ce sac. Donc, on parle de pommes, on parle d'oranges. Dans ce cas-ci, les unités, c'est un nombre de fruits, donc c'est une quantité. Dans les deux cas, c'est des quantités, donc on va parler d'un rapport. Donc, le rapport 4, 2.3 ou encore 4 sur 3. On parle du rapport 4 pommes pour 3 oranges. Donc, si on voulait le total de fruits, il faudrait aller chercher le 4 plus 3, ce qui nous donnerait un total de 7. Donc, le rapport ici, c'est vraiment les pommes et les oranges. Ce n'est pas comme une fraction par rapport à un tout. L'exemple 3. Sur la photo, l'Everest mesure 10 cm, mais c'est 8,5 km en réalité. S'agit-il d'un taux ou d'un rapport? On parle ici de centimètres et de kilomètres. Donc, dans les deux cas, on parle d'unité de longueur. Donc, ce sera de même nature. On va parler d'un rapport. On l'écrira 10 pour 8,5. Donc, 10 pour 8 et 5 dixièmes. Une proportion est une relation d'égalité entre deux rapports ou deux taux. En d'autres mots, une proportion, c'est une égalité entre deux fractions. Pour que deux fractions soient égales, ça veut dire qu'on a des fractions équivalentes. Donc, pour former une proportion, des rapports ou des taux doivent donc être équivalents. Donc, le premier exemple, proportion, dans ce cas-ci, c'est deux rapports équivalents. Donc, 8 sur 16, 8 seizièmes, c'est la même chose qu'une demi. Pourquoi? Mais on peut vérifier de différentes façons. Une façon de faire serait de dire, 8 divisé par 8, ça donne 1. 16 divisé par 8, ça donne 2. Donc, j'ai des fractions équivalentes. Je pourrais aussi dire 8 divisé par 16, ce qui me donne 0,5. 1 divisé par 2 me donne aussi 0,5. Même chose pour le deuxième exemple. Dans ce cas-ci, on parle de taux équivalents. Donc, quand on parle de taux, on garde les unités. Donc, 355,25 $ pour 35 heures, c'est l'équivalent de 10,15 $ pour une heure. Donc, si on vérifie, 355,25 divisé par 35, ça nous donne 10 et 15 centièmes. Et 10, 15 centièmes divisé par 1, ça nous donne aussi 10 et 15 centièmes. Pour résoudre des proportions, il y a différentes façons de faire. Une de celles-ci est le coefficient de proportionnalité. Donc, le coefficient de proportionnalité est le nombre par lequel il faut multiplier le terme d'un rapport ou d'un taux pour obtenir l'autre terme de ce rapport ou de ce taux. Dans le premier exemple, 8 seizièmes est égal à 1 demi. Le coefficient de proportionnalité, donc c'est le 8 fois quoi va donner 16. Dans ce cas-ci, 8 fois 2. Et 1 fois quoi va donner 2. Dans ce cas-ci, 1 fois 2. Donc, le coefficient de proportionnalité dans cet exemple-là est 2. Dans le deuxième exemple, 1 tiers est égal à 2 sixièmes. Donc, le coefficient de proportionnalité, 1 fois quoi donne 3. Donc, ce serait fois 3. 2 fois quoi donne 6 fois 3. Dans l'exemple numéro 3, on voit qu'il nous manque un terme dans notre proportion. Donc, j'ai 3 douzièmes est égal à 8 sur... qu'est-ce qui va là? Donc, je vais utiliser le coefficient de proportionnalité. 3 fois quoi va me donner 12? 3 fois 4. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. 8 fois 4 et je vais réussir à trouver ce qui me manquait, dans ce cas-ci, 32. Une autre façon pour pouvoir résoudre des proportions, c'est le facteur de changement. Le facteur de changement, c'est le nombre par lequel je dois multiplier le numérateur de la première fraction pour obtenir le numérateur de la deuxième fraction. Et le même nombre pour le dénominateur de la première fraction pour obtenir le dénominateur de la deuxième fraction. 1 tiers est égal à 2 sixièmes. Le facteur de changement, 1 fois quoi me donne 2, 3 fois quoi donne 6. Dans les deux cas, c'était fois 2. Donc, le facteur de changement serait 2. Un dernier exemple, 2 neuvièmes est égal à 6 27e. Donc, le facteur de changement ici serait 3. Nous pouvons représenter une situation proportionnelle de différentes façons.
Voici 4 modes de représentation. Une situation proportionnelle peut être représentée par un texte, écrit ou oral, pourrait être sous forme de table de valeurs, ça pourrait aussi être une règle, et enfin, une situation pourrait être présentée de façon graphique. Vous allez apprendre plus tard que les 4 modes de représentation que vous venez de voir sont vrais pour les situations de proportionnalité, mais c'est vrai aussi pour toutes les autres situations. Vous avez un exemple ici de texte. Par exemple, un taxi exige 4 $ dès qu'on embarque. C'est ensuite 2 $ à chaque kilomètre. Donc, c'est un exemple d'une situation qui est représentée par un texte, mais qui n'est pas une situation de proportionnalité. Un deuxième mode de représentation, c'est la table de valeurs. On fait le lien avec l'exemple du taxi. À 0 km, ça nous coûtait 4 $ et on rajoutait 2 $ à chaque kilomètre. Donc, pour 1 km, ce sera 6 $, 2 km, 8 $, 3 km, 10 $ et 4 km, 12 $. Il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité, puisqu'à 0 km, on paye déjà 4 $. Le plan cartésien est séparé par 2 axes. L'axe horizontal, qui est l'axe des X, qu'on appelle aussi l'axe des abscisses, et l'axe vertical, qui est l'axe des Y, qu'on appelle aussi l'axe des ordonnées. Le plan cartésien est séparé en 4 cadrans, donc le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième cadran. Ici, c'est un mauvais exemple de plan cartésien puisque les cases ne sont pas des carrés. Donc, il faut vraiment que la graduation soit la même partout. Ici, c'est vraiment un mauvais exemple. Si on utilise des rectangles, mais il faut que tous les rectangles soient identiques. Donc ici, on a des plus grands rectangles, des plus petits rectangles, donc la graduation, elle est vraiment pas bonne. Pour faire un graphique, donc placez les paires de nombres du tableau dans un plan cartésien. N'oubliez pas de nommer les axes. Donc, ça prend un titre pour votre graphique, mais ça prend aussi un titre pour chacun des axes. On dit que l'argent va toujours sur l'axe des Y. Il y a peut-être des exceptions, là, mais de façon générale, quand on parle d'argent, ça va être sur l'axe des Y. Tout comme, de façon générale, quand on parle de temps, le temps va être associé à l'axe des X. Donc, on revient avec le même exemple que de tout à l'heure, le taxi. Donc, on va le donner un titre, retour en taxi. Nos axes, donc l'axe des X, c'est le nombre de kilomètres et l'axe des Y, c'est le prix de la course. Et on va aller placer nos points. Donc, à 0, ça coûtait déjà 4 $. À 1 km, ça coûtait déjà 6. À 2 km, 8. Et à 3 km, 10 $. Je pourrais relier les points pour voir qu'ils sont bien alignés. On voit bien dans le graphique que ce n'est pas proportionnel. Si je double la quantité de kilomètres, on voit que je ne double pas le prix de la course. Tu peux créer ton propre exemple ou sinon tu peux utiliser l'exemple que je te donne là. Claude a besoin de citrons pour sa recette. Il va au marché pour les acheter. Un citron coûte 50 sous. C'est parfois plus facile de commencer par faire la table de valeurs avant de faire le graphique. Dans ce cas-ci, c'est le nombre de citrons que je vais acheter et le prix total. Donc, pour 0 citron, ça coûtera 0 $. 1 citron, 50 sous. 2 citrons, 1 $. 3 citrons, 1,50 $. 4 citrons, 2 $. Donc, je pourrais continuer comme ça, vous avez compris. Pour compléter mon graphique maintenant, je vais aller placer mon titre, donc achat de citron, un titre pour mon axe des X, le nombre de citrons, un titre pour l'axe des Y, le prix total, et ensuite je vais pouvoir aller placer mes points. Donc 0 citron, 0 $, 1 citron, 50 sous, 2 citrons, 1 $, 3 citrons, 1,50 $, 4 citrons, 2 $, et ainsi de suite. Je peux encore une fois vérifier en traçant une droite que tous mes points sont alignés. Cette fois-ci, je vois bien que c'est proportionnel puisque ça passe par 0, 0 et je pourrais voir si je double le nombre de citrons, je double le prix. Si je triple le nombre de citrons, je triple le prix. Voici un deuxième exemple. Prends l'exemple puis essaie de représenter la table de valeurs et le graphique à partir de la situation que je vais te donner. Élie Rose marche à 10 km à l'heure.
arrête maintenant la vidéo et prends le temps de bien faire la table de valeur et le graphique. Et ensuite, quand tu auras terminé, repars la vidéo pour vérifier si ce que tu as fait est bon. Dans cet exemple, les deux grandeurs qu'on observe, c'est les kilomètres qui vont varier en fonction des heures. Donc, je vais mettre les heures, ici le temps en heures, et le kilométrage. Donc, à 0 heure, 0 km parcouru, 1 heure, 10 km, 2 heures, 20 km, 3 heures. Je vais maintenant aller transposer ces informations-là sur mon graphique. Donc, le titre de mon graphique, ça pourrait être une marche. Le titre pour l'axe des X, c'est le temps en heures. Et l'axe des Y, ce sera le nombre de kilomètres parcourus. Ensuite, je vais placer mes points à 0 km, à 0 heure, 0 km, 1 heure, 10 km, 2 heures, 20 km, 3 heures, 30 km, et ainsi de suite. Je vois que c'est proportionnel. Donc, si je relie mes points, ça me donne une droite. Ça passe par 0, 0. Et si je double le temps, je double la distance. Je triple le temps, je triple la distance. Comment reconnaître une situation de proportionnalité dans un tableau, donc dans une table de valeurs? En divisant les valeurs d'une ligne par les valeurs de l'autre ligne, on obtient toujours la même valeur. Et c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Un autre indice important, quand x vaut 0, y vaut 0. Donc ça aussi, c'est un indice important pour reconnaître que c'est proportionnel. Pour reconnaître une situation de proportionnalité dans un graphique, il faut que ce soit une droite et il faut qu'elle passe par le point 0, 0. Voici un premier exemple. Il en coûte 9,80 pour acheter 3,5 kg de patates. Si on considère que le coût est proportionnel au poids des patates, combien en coûtera-t-il pour 5,6 kg? Comme on me dit que dans le problème, c'est proportionnel, donc je n'ai pas besoin de me casser la tête, je le sais, je peux utiliser les proportions pour trouver la réponse. Ici, on a utilisé la table de valeurs pour le résoudre. Donc, on dit tout à l'heure qu'on peut trouver le coefficient en divisant le y par le x. Donc, je dois trouver quel sera le coût quand je vais diviser par 5,6. Je dois obtenir 2,8. Si je fais l'opération inverse, 5,6 fois 2,8, j'obtiens 15,68. Il me coûtera 15,68 pour 5,6 kg de patates. J'aurais pu aussi utiliser le facteur de changement. Donc, le 3,5 fois quoi me donne le 5,6? Je vais multiplier mon 9,8 par la même valeur. 9,8 fois 1,6 me donne aussi 15,68. Deuxième exemple, une piscine vide se remplit à un rythme constant. Après 20 minutes, elle contient 4800 litres d'eau. Après combien de temps contiendra-t-elle 8673 litres? Ici, on ne nous le dit pas que c'est proportionnel. Quels sont les indices dans le texte qui peuvent nous aider à le deviner? Tout d'abord, la piscine était vide au début. Donc, ça veut dire qu'au temps zéro, il y avait 0 litres. Donc, on est à 0, 0. Et l'autre indice, c'est à un rythme constant. Ça veut dire que ce sera toujours à la même vitesse. Donc là, on pourrait utiliser les proportions pour le résoudre. Je t'invite à arrêter la vidéo, à essayer de faire le problème et après, quand tu auras terminé, de repartir la vidéo pour comparer ta réponse. Je vais placer les informations que j'ai dans une table de valeurs. Je sais que c'est la quantité qui varie en fonction du temps, donc le temps en minutes, et ça va faire varier la quantité en litres. Donc, à 0, j'ai 0. À 20 minutes, j'ai 4800 litres. À combien de minutes? J'aurai 8673 litres. Je trouve mon coefficient de proportionnalité en divisant 4800 par 20. Donc, j'ai un coefficient de proportionnalité de 240. Donc, je vais dire le 8673 divisé par 240 et j'obtiens le temps que ça me prend, c'est-à-dire 36, quelque chose, donc environ 36 minutes. La piscine contiendra 8673 litres après environ 36 minutes. Pour résoudre ce problème, on était mieux d'utiliser le coefficient de proportionnalité puisque le facteur de changement nous donnait un nombre décimal à l'infini, donc 1,8
8, 0, 6, 8, 7, 5 et ça continue. Donc, c'était beaucoup moins précis alors que le coefficient de proportionnalité était de 240. Si jamais dans un problème, les deux, donc et le coefficient de proportionnalité et le facteur de changement sont des nombres à l'infini comme ça, gardez sur votre calculatrice toutes les décimales que votre calculatrice peut prendre. Donc, vous allez quand même arriver à quelque chose de plus précis que si vous arrondissez au dixième ou au centième. Avez-vous remarqué ce qui représente le coefficient de proportionnalité dans ce problème-là? On a divisé le 4800 par 20 pour le trouver. 4800 litres divisé par 20 minutes, c'est un taux. La réponse, c'est des litres par minute. Donc, le 240 litres par minute, c'est le rythme à laquelle la piscine se remplit. Exemple 3. Un plombier demande 50 $ pour 2 heures de travail et 80 $ pour 4 heures. Combien demandera-t-il pour 7 heures de travail? On ne nous précise pas s'il y a déjà pour à 0 heure 20 $ de déplacement ou ça, c'est pas dit dans le problème. Donc, on ne sait pas si à 0 heure, il y a 0 $. Et on ne nous dit pas qu'il y a un taux d'horaire constant. Donc, on n'a comme pas assez d'informations dans le texte présentement pour savoir si c'est proportionnel. Ce qu'on peut faire, c'est d'aller placer les informations qu'on nous donne dans une table de valeurs et on va aller vérifier si le coefficient de proportionnalité est le même. Ici, les dollars varient selon le nombre d'heures travaillées. Donc, je vais mettre le temps en heures et le salaire en dollars. Donc, pour 2 heures, 50 $, pour 4 heures, 80 $, pour 7 heures, c'est ce qu'on cherche. Pour trouver mon coefficient de proportionnalité, je divise le y par le x, donc 50 divisé par 2, ce qui me fait 25. 80 divisé par 4, ça fait 20. Oh, je n'ai pas le même coefficient de proportionnalité, donc ce n'est pas proportionnel. Ce n'est pas un coefficient de proportionnalité. Il est impossible avec les informations que j'ai de pouvoir répondre à cette question. Combien demandera-t-il pour 7 heures de travail? Ce n'est pas proportionnel. Il me manque des infos pour pouvoir répondre à cette question. Je serais arrivée au même constat en utilisant le facteur de changement. Donc, 2 fois quoi donne 4? 2 fois 2. 50 fois 2 fait 80. Non, 50 fois 2 fait 100. Donc, même le facteur de changement, j'aurais vu que ce n'était pas proportionnel. Pour cette diapo, tu devras te référer à l'activité qu'on a fait en classe. Ici aussi, c'est l'activité en classe. La situation inversement proportionnelle se dit d'une situation où un grand total est divisé en plusieurs parties ou entre plusieurs personnes. Plus il y a un grand nombre de parties, plus les parties vont être petites. C'est pourquoi on dit inverse. Exemple, séparer les skateurs, couper un gâteau, se diviser le temps d'un travail dans une équipe. On retrouve le total en multipliant x et y dans le tableau ou dans le graphique. Ça donne toujours le même résultat, soit le grand total. Exemple, il en coûte un certain montant fixe pour louer un chalet pour la fin de semaine. Voici un tableau qui montre comment il en coûtera selon le nombre d'amis présents. Donc, on suppose ici que le prix du chalet sera réparti selon le nombre d'amis qui seront présents et chaque ami va payer le même montant. Les grandeurs qui varient ici, le nombre d'amis et le coût par personne. Pour 5 amis qui sont présents, ça a coûté 90 $ par personne. Si 9 amis sont présents, ça coûte 50 $ par personne. Si 10 amis sont présents, combien ça leur coûterait? Quand on parle d'une relation inverse, on voit que plus le nombre d'amis augmente, plus le coût par personne, lui, diminue. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est inversement proportionnelle. Quand une grandeur augmente, l'autre diminue. On disait aussi que si on multiplie le x et le y, on obtient toujours la même chose. Donc, ici, 5 fois 90, ça nous donne 450. 9 fois 50, ça donne aussi 450. Ce 450 représente finalement le prix du chalet, donc le montant qu'on doit séparer pour chacune des personnes. 450
c'est le prix total. Donc, s'il y a 10 personnes, 450 divisé par 10, on vient de trouver que pour chaque personne, ça coûtera 45 $. Si on avait représenté cette situation-là dans le plan cartésien, le 450, donc s'il y a une personne, ben c'est 450 pour elle. S'ils sont deux personnes, c'est 225. À trois personnes, ça ferait 150 par personne. S'ils sont quatre personnes, 112,50 par personne. 5 personnes, 90. Donc, j'ai calculé plusieurs points comme ça et je les ai placés dans le plan cartésien. On observe que les points vont aller se placer en courbe. Donc, on n'aura pas une ligne droite et on va obtenir une courbe un peu plus, on l'appelle un peu la banane, là. Elle ne touche pas à l'axe des Y puis elle ne touche pas non plus à l'axe des X. Vous voyez aussi qu'elle ne passe pas par 0, 0. On ne peut pas diviser par 0, ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas, là. Si vous essayez avec votre calculatrice de faire un nombre divisé par 0, votre calculatrice, elle va vous dire que ça fait une erreur. Pourcentage et proportion. Dans un problème de pourcentage, la valeur de départ ou le total de départ représente le 100% dans ce problème-là. Calcule 25% de 40. Supposons 40 $. 0,25 fois 40 égale 10. 10 $, c'est le 25% du montant initial. Le 40 $, c'est le 100%. C'est le montant initial. Cette année, on va faire l'opération inverse, c'est-à-dire que je vais te dire le pourcentage est de combien et tu devras retrouver le 100%. Je te donne deux méthodes. La première, tu pourras utiliser les proportions. La deuxième, tu pourras utiliser l'opération inverse. Si tu utilises les proportions, une fraction qui est égale à une autre fraction, 25% sur 100%, c'est égal à 10 sur combien? C'est pas un hasard, si j'ai mis le 25% en haut, je vais mettre le 10 $ aussi en haut, le 100% est en bas, donc je cherche le montant qui vaut 100% en bas. Donc c'est important qu'il soit vis-à-vis. Ensuite, pour résoudre une proportion, je peux utiliser le coefficient de proportionnalité. Donc 25 fois quoi va donner 100, 10 fois quoi, donc 10 fois 4, je vais obtenir le 40. J'aurais pu aussi utiliser le facteur de changement. Donc 25 divisé par quoi me donne 10? 2,5. 100 divisé par 2,5, je vais aussi obtenir le 40. La deuxième méthode, c'est la méthode de l'opération inverse. 25% de quoi nous a donné 10? Pour trouver l'inconnu, on fait l'opération inverse. Donc, 10 divisé par 0,25. Avec ces deux méthodes-là, vous arrivez à 40. Donc, vous choisissez la méthode avec laquelle vous serez le plus à l'aise. Si 37% d'un nombre est 90, quel était ce nombre? Donc, si vous utilisez les proportions, 37% sur 100% est égal à 90 sur le 100% qu'on cherche. Si vous utilisez l'opération inverse, donc 0,37 multiplié par quoi est égal à 90. Si vous utilisez les proportions, vous allez vous rendre compte que le facteur de changement donne un nombre décimal et le coefficient de proportionnalité aussi. Donc, dans les deux cas, là, ici, il n'y a pas de préféré, là. Les deux vont nous donner un nombre décimal. La seule chose que je peux vous suggérer, c'est de garder le plus de chiffres après la virgule quand vous allez utiliser votre calculatrice. Avec l'opération inverse, 0,37 fois quoi nous donne 90. Donc, l'opération inverse, 90 divisé par 37 centièmes. 45% des élèves d'une école primaire vont manger dans le parc durant le mois de mai. C'est 126 élèves qui vont manger dans le parc. Combien d'élèves y a-t-il dans cette école? Arrête la vidéo et prends le temps d'essayer de le faire toi-même. 45% sur 100%, c'est égal à 126 élèves sur combien? Si j'utilise le facteur de changement, donc 45 fois 2,8 me donne 126, donc 100 fois 2,8 me donne 280 élèves. Si j'utilise le coefficient de proportionnalité, 45 fois quoi me donne 100, c'est 2,2 périodique. Donc, je vais garder le plus de 2 possible sur ma calculatrice. 126 fois 2,2 périodique, j'arrive aussi à 280.
Si j'utilise l'opération inverse, donc 45% de quoi m'a donné 126, 126 divisé par 45 centièmes me donne 280. Deuxième exemple. Ma PS4 a coûté 250 après un rabais de 20%. Quel était son prix avant le rabais? Prends le temps de l'essayer avant de voir la suite. Notre premier réflexe serait de dire 20% sur 100% est égal à le montant de rabais sur le prix initial. Mais attention, c'est pas le montant de rabais qu'on a, c'est le prix que ça nous a coûté. On a un petit problème ici. Pensons au pourcentage. Si le prix initial était de 100% et que j'ai eu un rabais de 20%, c'est quoi le pourcentage que j'ai payé? 100% moins 20%, j'ai payé 80%. Le 250 que j'ai payé pour ma PS4 représente donc 80% du prix qui était affiché avant le rabais. Maintenant, là, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir résoudre le problème. Donc, 80% sur 100% est égal à 250 sur combien? Donc, on cherche le prix initial. Ou encore, 80% de quoi me donnait 250? 80% fois 3,125 me donne 250. Donc, 100 fois 3 et 125 millièmes me donne 312,50. 250 divisé par 8 dixièmes me donne aussi 312,50. Si tu veux vérifier ta réponse, tu peux calculer 20% de 312,50, ce qui donne 62,50. Si je vais faire le rabais, le prix après le rabais, donc le 312,50 moins le rabais de 62,50, j'arrive bien à 250 comme j'avais au début de mon problème. En résumé, dans ce chapitre, on a parlé de rapport et de taux. On a parlé de taux unitaire. On a vu ce qu'était une proportion. On a vu comment résoudre une proportion. On a vu deux types de variations, la variation proportionnelle et la variation inversement proportionnelle. Et on a vu les 4 modes pour bien les représenter, soit le texte, la table de valeurs, le graphique ou la règle. Et nous avons terminé avec le calcul de pourcentage, comment retrouver le 100%.